Salut compadre, ici l'autre chaman pour ce tout nouveau Ciné-Libré, l'émission consacrée aux films de super-héros et adaptations de comics. Et aujourd'hui, on va ni plus ni moins que s'attaquer à la meilleure adaptation de comics. The Dark Knight? Non, Waxman? mais non. Ah, je sais, Man of Steel. Bon, tu sais quoi, je vais te casser la gueule. Spider-Man 2, sorti en 2004, toujours réalisé par Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kristen Dutch, James Franco et J.K. Simmons. Après le succès critique et commercial qu'a été le premier Spider-Man, il était inévitable qu'une suite voie le jour. On aurait pu craindre que cette suite ne soit qu'un produit surfant uniquement sur le succès du premier, mais cela en est rien. Car Spider-Man 2 surpasse en tout point Spider-Man 1. C'est même le meilleur de la trilogie, à l'instar d'un Tim Burton avec son Batman Returns, ou d'un Christopher Nolan avec son The Dark Knight. Sam Raimi a pu cette fois réellement s'exprimer et faire le Spider-Man qu'il voulait. Voilà le genre de film qu'on a quand les producteurs laissent le champ libre aux réalisateurs, plutôt que leur imposer des trucs qui ne veulent pas, tout comme Tim Burton et Nolan. Et tout comme Tim Burton et Nolan, ça a merdé dans l'épisode 3. Mais ça, nous en parlerons la prochaine fois. Car Spider-Man 2 est vraiment excellent. Le plus intéressant est de voir la façon dont les personnages ont évolué après les événements du premier film. Mary Jane, dont la carrière d'actrice commence à décoller, avec en parallèle sa relation avec Peter qui devient de plus en plus compliquée. Harry Osborn qui reprend l'entreprise familiale et qui devient complètement obsédé par sa vengeance contre Spider-Man sans savoir qu'il s'agit de son meilleur amigos. Peter Parker, Spider-Man, qui est de plus en plus paumé et qui commence à douter de son rôle de Spider-Man. Même Tante May a une évolution. Mais la meilleure surprise du film reste le méchant Dr. Octopus. Ce fut d'autant plus surprenant pour moi, car Octopus est l'ennemi de Spider-Man que j'aime le moins. C'est vrai, vous aurez beau me dire qu'il est cruel, machiavélique, tout ce que vous voulez. Dans le comics, c'est quand même un petit gros avec une coupe au bol, et dont le seul pouvoir est d'avoir 4 bras robots attachés dans le dos. Ce personnage ne m'a jamais fasciné. Les comics dans lesquels il apparaissait, je les lisais très rarement. Et quand il apparaissait dans la série animée, je me disais, tiens, cet épisode va être un petit peu chiant. Pourtant, Sam Raimi en a fait le meilleur méchant de la trilogie. À la place d'avoir juste un scientifique fou qui veut tout démolir pour le simple plaisir d'être un gros connard, là on a un Octopus rêveur qui est prêt à tout pour réaliser son rêve. Sans parler de l'idée de l'intelligence artificielle, de cette tentacule qui prend peu à peu le dessus sur son esprit. C'est tout simplement génial. Ça aurait pu faire un très bon scénario pour un hentai. Jamais le Docteur Octopus n'a été aussi clairement à d'autres suites de films de super-héros. Spider-Man 2 ne se concentre pas sur le méchant, qui bien que très intéressant reste à sa place. Le film reste concentré sur Peter Parker et son évolution depuis le premier film, particulièrement sur son devoir de Spider-Man. À la fin du premier film, il décide de sacrifier sa vie
pour sa mission de super-héros. Et dans ce film, il s'aperçoit que ce n'est pas si facile. Et là, on retrouve vraiment l'une des thématiques principales du comics, la difficulté à combiner vie normale d'adolescent et vie de super-héros. Parce que jouer les super-héros, ça peut te pourrir la vie, mon gars. Tu arrives en retard en cours, tu te fais virer de ton boulot, et ton ex sort avec un autre type. Peter, il commence à douter, surtout que ses actions ne lui apportent aucune gratitude. Voilà pourquoi, quand ses pouvoirs commencent à disparaître, il décide de changer de vie. Et non, ce n'est pas un comportement égoïste, Mr. Mea. C'est un comportement normal. Quand tu te crèves le cul à aider les gens, et qu'ils te chient quand même à la gueule, tu peux en avoir marre. Et arrête de critiquer Mr. Mea, il a raison. Pourquoi Peter Parker il jette encore Mary Jane alors qu'il est plus Spider-Man? Il pourrait être avec. C'est un égoïste, c'est tout. Ferme ta gueule, c'est lui qui dit des conneries, c'est pas moi. Si Peter Parker il quitte Mary Jane à ce moment-là, c'est pas parce qu'il ne veut plus être avec. Là, ça serait un égoïste. C'est parce qu'il veut le meilleur pour elle. C'est tout simplement avouer qu'on est une petite merde. Ce n'est pas être égoïste. Après, comme votre cerveau est habitué au niveau d'écriture d'un Man of Steel, je comprends que les subtilités d'un scénario bien écrit vous échappent complètement. Bon, allez, je suis beau joueur, Mr. Mea. Il y a bien un moment dans le film où Peter Parker se comporte de façon égoïste. Seulement, lui, la façon dont il en parle, on dirait que le personnage n'est que ça. Qu'il n'y a aucune rédemption, aucune amélioration. Oui, il y a bien un moment où il se comporte de façon égoïste, quand il a perdu ses pouvoirs. Ce qui est logique dans un sens. Il n'a pas arrêté d'œuvrer pour les autres, et maintenant qu'il est libre de ce fardeau, il devient quelqu'un d'égoïste, voire même un peu lâche, quand celui-ci refuse d'aider un type qui se fait passer à tabac. Mais au moins, il prend conscience de ses erreurs et essaye de les améliorer. Ce qui est logique, vu que le héros est un adolescent. Quand j'ai dit que Spider-Man était une métaphore de l'adolescence à travers le super-héros, c'était pas pour faire l'intellectuel à deux balles. Le Spider-Man de Sam Raimi n'est pas quelqu'un de parfait, mais celui du comics ne l'est pas non plus. Dans le comics aussi, Spider-Man se comporte de façon égoïste parfois. Mais ce n'est pas grave, car il essaye toujours de rattraper ses erreurs. Spider-Man, c'est avant tout un super-héros adolescent. Il doit mûrir, trouver le bon chemin, prendre ses responsabilités, car un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Ça n'a jamais eu autant de sens que dans Spider-Man 2. Et au final, Spider-Man comprend qu'il doit être un héros, pas pour lui-même, contrairement à certains, mais c'est bien pour les autres qu'il doit être ce héros. Tenant le sujet qui fâche, Mary Jane, qui est toujours le personnage le plus détesté de la trilogie, ici c'est surtout pour cette soi-disant pseudo-romance qui est soi-disant inutile. Moi, bien sûr, je ne dirais pas ça. Cette romance n'est pas mal écrite. C'est une histoire d'amour impossible, typique de l'univers de Spider-Man. Car si vous n'aimez pas cette romance, alors vous n'aimez pas le comics. Parce que dedans, il n'y a que ça, des histoires d'amour de ce genre. Moi, cette romance, elle m'a intéressé. C'est une relation complexe des personnages qui se déchirent et se retrouvent. Désolé, mais c'est un peu plus intéressante que la reculade entre Peter et Gwen dans Amazing Spider-Man 2. Certains viendront probablement me faire chier sur le fait qu'il n'y a pas d'explication concrète
quant à la perte des pouvoirs de Spider-Man. Pour moi, on peut émettre plusieurs hypothèses quant à ça. La première, c'est que ce genre de mutation peut être très instable. On se souvient tous de ce fameux épisode du dessin animé, où ses pouvoirs évoluent trop vite et il se transforme en araignée géante. Dans Spider-Man 1, on voit que ce fut un changement de métabolisme assez violent. Donc on peut dire qu'une telle mutation connaît des hauts et des bas. L'autre hypothèse, celle qui nous est plus ou moins expliquée dans le film, c'est celle du blocage psychologique. Si, c'est crédible. On a même vu des gens devenir aveugles à cause d'un blocage psychologique. Alors c'est possible. Peter Parker ne veut plus être Spider-Man, donc il se bloque. La dernière hypothèse, la meilleure, c'est que on s'en fout. Pourquoi a-t-il forcément besoin d'explications? Dans les films d'aujourd'hui, on se sent toujours obligé de crédibiliser ce que l'on voit à l'écran. Comme par exemple dans Man of Steel, où on perd un temps incroyable à expliquer le fonctionnement des pouvoirs et de la technologie kryptonienne, alors qu'on s'en fout. Il faut plutôt voir la perte de ses super pouvoirs comme une sorte de métaphore. Un événement qui pousse Peter Parker à prendre, c'est vrai. Bien sûr, Spider-Man 2 n'est pas un film parfait. Ce film a des défauts que j'ai décidé de ne pas évoquer. Oui, car il y a eu tellement de critiques négatives sur ce film que j'ai décidé qu'une petite critique 100% positive ne peut pas lui faire de mal. Spider-Man 2 est un très bon film. L'histoire est prenante et bourrée de messages propres aux comics. La mise en scène est juste 10 fois supérieure à celle de Spider-Man 1. Et les scènes d'action sont époustouflantes. Rien que le combat de Spider-Man contre Octopus sur le train surpasse à lui seul tous les pseudo-scènes d'action de Amazing Spider-Man 2. Et même de Man of Steel. Oui, Man of Steel aussi. Quand vous demandez à quelqu'un quel est le plus grand film de super-héros, il vous répondra sûrement The Dark Knight ou Watchmen. Mais moi, je dis que le plus grand film de super-héros, c'est Spider-Man 2, car lui respecte les vraies thématiques et les vrais messages du comics original. Sans oublier que c'est l'un des films qui a popularisé le genre super-héros au cinéma. Spider-Man 2 est le parfait exemple d'adaptation de comics, encore plus que le premier opus. Même l'épisode 3, qui est pourtant très détesté, n'est pas en reste, ce qui sera d'ailleurs le sujet de notre prochain Ciné Librairie.